Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le What's New du mois de novembre. Vous vous en doutez, dans cette vidéo, je vais parler de nouveautés du mois de novembre et Dieu sait si elles ont été nombreuses. Comme vous allez pouvoir le voir, j'ai craqué pour pas mal de nouveautés en ce mois de novembre. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps à l'heure actuelle de tout lire. Donc je vais vous présenter des mangas que je n'ai pas lus, je préciserai pourquoi et je préciserai d'ailleurs quand j'en reparlerai sur ma chaîne. Pour changer un petit peu d'habitude, j'ai décidé de diviser cette vidéo selon des maisons d'édition et non par genre ou par date de sortie comme je le faisais précédemment. On va commencer avec les éditions Akata Delcourt. Il y a eu 3 nouveautés pour ma part, 2 que j'ai eu l'occasion de lire et une que je viens d'acheter il y a quelques heures. Je n'ai même pas eu le temps de la feuilleter. Tout d'abord, je commence avec un shoujo des éditions Delcourt puisqu'il s'agit de Liselotte et la forêt des sorcières de Natsuki Takaya. Natsuki Takaya, ça vous dit peut-être quelque chose et ce logo sera là pour vous rappeler de qui il s'agit. C'est la mangaka qui a fait entre autres Fruit Basket. Liselotte est toujours en cours au Japon avec déjà 5 tomes de parus et le tome 2 est prévu en France pour le 7 janvier. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 1 que oui j'ai eu l'occasion de lire? Eh bien je l'ai beaucoup apprécié, même si je l'ai trouvé finalement assez lent, assez posé. Je pense qu'on peut le considérer carrément comme un prologue de l'histoire. Je suis extrêmement fan du chara-design, j'ai de suite accroché au trait de l'auteur. Vous vous en doutez, il s'agit d'un shoujo qui va nous parler de sorcières, donc il y a une pointe de fantastique. Rien de foufou néanmoins dans ce premier tome, comme je l'ai dit, on peut le considérer comme une introduction à l'histoire, mais j'ai tout de même hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Je continue avec l'édition Akata et le one-shot Les Pommes Miracles de Tsutomi Fujikawa, d'après le livre de Takuji Ishikawa. Je vais y arriver. One shot que j'ai à peine lu aujourd'hui, autant vous dire, je l'ai tout simplement dévoré. Ça a été une lecture très rafraîchissante qui m'a beaucoup plu. Et pourtant, je partais un petit peu sceptique sur ce titre. Pour celles et ceux à qui les pommes miracles, ça n'évoque rien, il s'agit de l'histoire vraie d'un agriculteur japonais qui, par amour pour sa femme, va trouver un moyen de cultiver des pommes sans aucun pesticide. Pourquoi par amour pour sa femme? Tout simplement parce que sa femme l'aide à cultiver des pommes depuis plusieurs années et elle en tombe malade. Voilà, les pesticides, elle ne supporte pas ça. Et donc par amour pour sa femme, cet homme va réaliser des tas d'expériences sur ses pommiers jusqu'à trouver la solution à laquelle personne n'avait pensé pour pouvoir enfin cultiver et vendre des pommes sans aucun pesticide. On pourrait croire le sujet vu et revu dans le sens encore un manga sur l'agriculture. Très récemment, nous avons eu Moyashimon chez les éditions Glénat, on a eu Silver Spoon chez Kurokawa. Mais la force de ce manga, c'est de se dire que cette histoire est complètement vraie, ce type existe vraiment. Cet agriculteur, je l'ai trouvé finalement très attachant dans les démarches, dans les différentes expériences qu'il va faire. Et il va finalement aboutir à son rêve, c'est pas vous spoiler la fin, on sait très bien que ce type est arrivé finalement à créer des pommes sans aucun pesticide, mais c'est très intéressant de voir comment ici est pris toutes les erreurs qu'il a pu faire, ce que ça a pu coûter à sa famille. Côté chara-design, j'ai trouvé ce manga assez intéressant dans le sens où on oscille entre deux genres. D'un côté, ce personnage principal très enjoué avec des expressions très drôles et d'un autre côté on va avoir des paysages qui sont à la limite de la photographie. Voilà, on a ce côté très comique et à côté ce côté très réaliste qui contraste vachement, mais j'ai trouvé ça vraiment topissime. Si vous êtes passé à côté, il ne s'agit que d'un one shot et franchement c'était une très belle découverte pour ma part, un titre que je vous recommande chaudement. Et enfin, pour en conclure avec les éditions Akata, je me suis procuré tout à l'heure les 2 premiers tomes de Prisonnier Riku de Shinobu Seguchi. Nouveau shonen phare publié chez Akata qui vient tout juste de sortir officiellement. Il sort demain quand vous aurez cette vidéo, mais j'ai pu la voir aujourd'hui, mardi 25 novembre. Je vous avouerai qu'à la base, je n'étais pas hyper emballée par le titre pour la simple et bonne raison qu'il compte déjà 20 tomes toujours en cours au Japon. Mais Akata a l'intention de publier le manga de manière mensuelle, ce qui fait qu'on va très vite, je pense, rattraper la parution japonaise s'ils arrivent à maintenir ce rythme. Et je trouve que commencer en ayant les 2 premiers tomes d'un coup, ça va être juste génial. Alors je ne peux bien évidemment pas vous parler de ce manga dans cette vidéo, étant donné que je viens juste de les acheter. On est bien d'accord, mais ne vous inquiétez pas, une découverte manga lui sera consacrée. Je continue avec les éditions Kase Manga et le coffret de All You Need Is Kill. All You Need Is Kill, ce n'est absolument pas une nouveauté du mois de novembre, la seule nouveauté c'est ce fameux coffret que j'attendais depuis des mois. Je n'ai pas craqué pour All You Need Is Kill, à la base j'étais pas non plus emballée par le titre, car comme je vous l'avais déjà dit, j'ai vu le film, j'étais hyper emballée par contre par le film alors qu'il y avait Tom Cruise dans le film, ça partait mal. Mais le film était génial. Mais heureusement pour moi, j'ai vu à temps la news de Kase comme quoi il y aurait un coffret en cette fin d'année.
coffret qui a été quand même maintes fois repoussé. Je tiens à dire, il devait sortir début novembre à la base, il ne sort qu'à présent. Vous vous demandez peut-être ce que contient ce coffret. Eh bien, il contient les 2 tomes que compose la série, le roman en version poche et un poster inédit. D'ailleurs, en parlant du roman, petit point positif, celui-ci est imprimé avec la couverture japonaise, car il existait déjà en grand format qui est sorti il y a quelques mois de cela, mais avec la couverture du film. Ce qui avait fait un petit peu polémique dans le sens on s'en fout de la couverture du film, on veut la couverture du bouquin japonais qui était juste magnifique. Et là, pour cette version poche, ils ont repris cette superbe couverture. Alors non, je ne vais pas vous la montrer dans cette vidéo, d'une part parce que le coffret est toujours sous plastique, je ne compte pas l'ouvrir ce soir. Pourquoi c'est toujours sous plastique, vous me direz? Eh bien tout simplement parce que j'ai pris la flotte en rentrant chez moi, en rentrant de la librairie, et que mon sac de manga a un petit peu pris l'eau. Alors heureusement que les coffrets étaient sous plastique parce que sinon ils seraient à l'heure actuelle complètement foutus. Ce coffret est vendu au prix de 22,97 €. Vous allez dire waouh c'est cher, mais si vous calculez bien c'est bien le prix des 2 mangas plus du roman en version poche. Je vous reparlerai de ce manga dans le Ima Mailbox du mois de novembre et je vous dirai ce que j'ai pensé du manga car je pense que je l'aurai lu d'ici là. Et niveau coffret chez Kazemanga, il y a également eu celui sur Beastmaster de Kyosuke Motomi. Coffret que j'ai pas mal hésité à me procurer, je le voulais à mort quand j'en ai entendu parler parce que bon, si vous ne reconnaissez pas le chara-design, c'est tout simplement la mangaka qui a fait Dengeki Daisy et Dengeki Daisy, même si la fin je l'ai pas aimé, c'est quand même un shoujo que je porte dans mon cœur depuis des années et qui restera l'un de mes shoujo préférés de tous les temps. La série est sortie donc dans son intégralité puisque c'est une série composée de 2 tomes en ce mois de novembre. Vous pouvez l'acheter comme je l'ai fait en coffret. Ce coffret coûte 13,60 €. Vous ne ferez pas d'énormes économies du coup en achetant le coffret, mais vous avez un poster inédit à l'intérieur et la jolie petite boîte coffret, voilà, édition limitée. Mais vous pouvez également acheter les volumes en version simple séparément. Je me suis donc pas mal tâtée à l'idée d'acheter ce coffret parce que d'un côté, mon cœur disait mais attends, c'est l'auteur de Dengeki Daisy, tu ne seras pas déçu. Mais d'un côté, j'ai regardé le synopsis et je me suis dit, je sens que ça va pas me plaire. J'ai un petit peu peur que ça me fasse dans le délire l'Arcane de l'Aube et Mysterious Honey. Voilà, ayant adoré l'Arcane de l'Aube, quand Mysterious Honey est sorti, je me suis jetée dessus. Et je garde pas un souvenir très flamboyant de ce manga. Et là, je me suis dit, Dengeki Daisy, c'est juste inestimable dans ton cœur. Est-ce que Beastmaster, ça va pas juste tout foutre en l'air? Parce que le synopsis de base, je dois bien avouer, il m'intéressait pas tant que ça. Ça faisait le shoujo bien classique, bien gnangnan, rien d'exceptionnel. Mais bon, je l'ai un petit peu feuilleté. Alors bien sûr, je n'ai pas feuilleté le coffret, hein, c'est un petit peu impossible. J'ai feuilleté le tome 1 en version simple, donc à la librairie. Et d'avoir vu le chara-design de l'auteur, d'avoir vu qu'elle remet un petit peu le genre d'humour qu'elle a mis dans Dengeki Daisy, je me suis dit, peut-être que l'histoire n'est pas extraordinaire, mais c'est quand même un mangaka dont j'ai beaucoup apprécié le travail par le passé. Il n'y a pas de raison que ça change avec cette série. Donc, comme pour All You Need Is Kill, je vous en parlerai dans le In My Mailbox de novembre. Je vous dirai ce que j'en ai pensé, si ça a été une déception ou pas. Je ne pense pas non plus que ce soit la déception du siècle, même si je ne pense vraiment pas que ça détrônera Dengeki Daisy dans mon cœur. Je continue en vous présentant une nouveauté des éditions Teifu. Il s'agit du premier tome de In These Worlds de Guild Pleasure et Jun Tokai Narcissus. Vous allez peut-être me dire, mais In These Worlds, c'est pas sorti cet été? Alors effectivement, pour la Japan Expo 2014, une version limitée est sortie de In These Worlds. Une version juste sublime, sublimement chère également, qui me faisait vraiment de l'œil parce que c'était vraiment, je sais plus trop ce que c'était, un coffret, quelque chose mais juste extraordinaire, à très peu d'exemplaires, vendu uniquement en ligne sur le site de Point Manga, il me semble, quelque chose comme ça. Et j'ai vraiment beaucoup hésité à me le procurer, je savais que genre si je l'achetais pas là, c'était mort par la suite. Et puis je me suis dit non, finalement on va passer à côté, c'est pas bien méchant. Il a fallu attendre le mois de novembre pour que la série sorte en version simple. Version simple, mais c'est tout de même un beau pavé et je trouve que c'est quand même, côté édition, c'est vraiment pas mal du tout. Et j'ai vu d'excellentes critiques dès le jour de sa sortie, les gens, voilà, les critiques étaient dithyrambiques. Et quand j'ai vu les critiques, je me suis dit, wow, je passe peut-être à côté d'un truc complètement génial. Je me suis donc procuré le tome 1 assez rapidement et je l'ai bouffé. Littéralement. Alors il s'agit d'un yaoi assez particulier, je vais expliquer pourquoi très rapidement. Et je pense d'ailleurs que cette particularité pourrait faire que ceux qui n'accrochent pas spécialement à ce style-là pourraient apprécier cette série. Alors déjà la série commence sur une page couleur magnifique, ce qui n'est pas négligeable parce qu'il faut savoir que bon, les sorties Teifu c'est assez cher. J'ai pas le prix en tête, s'il est dans les 9 €, si je vous dis pas de bêtises, donc c'est assez cher, mais bon, vous en avez pour votre argent très largement. Et en fait, par la suite, ça commence un petit peu comme un roman, c'est-à-dire sans images, juste du texte pendant quelques pages. Et je me suis dit, oula, déjà ça change de l'habituel yaoi, de l'habituel manga qui va commencer cash par des dessins avec des bulles. Et comment vous dire
que ça va vous immerger totalement dans l'histoire, rien qu'avec quelques lignes, quelques pages, juste sans dessin. Le chara-design, je vous le montre très rapidement, là en essayant de rien vous spoiler, juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors si vous aviez encore des doutes à ce sujet, il ne s'agit pas du tout d'un yaoi drôle. De quoi nous parle ce manga? Très rapidement. Donc on va suivre, alors c'est un psychiatre ou un psychologue, mais je pense plutôt un psychiatre, qui va en fait interviewer, je pense qu'on peut dire ça comme ça, un serial killer, du moins un gars qu'on suppose être un serial killer, qui est un vrai psychopathe dans sa tête, un vrai pervers par la même occasion. Le truc, c'est que ce psychiatre, il a des espèces de flashs, on ne sait pas trop, c'est des rêves, c'est des flashs du passé, où il se fait carrément violer, il se fait violer par un type dont il ne voit pas le visage. Comme vous vous en doutez un petit peu, ce gars qui va interviewer pendant tout le manga, c'est un petit peu le gars qui l'a violé. Ce serial killer ne se contente pas de tuer les gens, il les viole de temps en temps, il les découpe en morceaux, il fait des expériences un petit peu bizarres sur les corps humains, c'est-à-dire qu'en fait il essaie de tester la douleur en fait des hommes, de voir, il aime bien voir l'expression des gens quand ils souffrent. Quand je vous dis que le gars est torturé, c'est pas pour rien. Alors il y a quand même des scènes, je trouve, très crues, dans le sens où on voit absolument tout. Dans certains yaoi du genre Sekaiichi, etc., certaines parties du corps, comme vous vous en doutez, sont carrément pas dessinées. Voilà, vous avez du blanc ou c'est flouté ou quelque chose comme ça. Là, on vous montre carrément tout. D'un côté, ça rajoute encore plus de violence aux actes de viol, voilà, que l'on voit dans ce manga, qui n'ont foutrement aucun rapport avec Nomoni. Voilà, je suis également la série Nomoni où il y a des scènes de viol. Oui, mais c'est de la gnognotte à côté, dites-vous bien ça. Il s'agit vraiment d'un titre que je vous conseille. Si vous regardez un petit peu sur la toile, vous n'en verrez que d'excellentes critiques, même faites par des gens qui sont pas spécialement branchés yaoi, mais le côté yaoi, je dois vous avouer que ça passe carrément au second plan. Ça pourrait juste être un thriller et il serait juste hyper efficace. J'enchaîne avec les éditions Tonkam et leur nouveauté Ludwig Fantasy de Kaori Yuki. Il s'agit de la saison 2 de Ludwig Révolution. Et non, je n'ai point lu ce premier tome de Ludwig Fantasy. Tout simplement car je n'ai pas encore tous les tomes de Ludwig Révolution. Voilà. Et vous vous dites, mais c'est complètement idiot. Attends, si ça se trouve, Ludwig Révolution, mais tu vas détester. Pourquoi t'achètes déjà la saison 2? Déjà parce que tout simplement, l'histoire, bon là je vous en parlerai pas trop parce que je vais dire n'importe quoi étant donné que j'ai pas trop lu l'une et l'autre série. Mais juste le synopsis de base, il me faisait franchement de l'œil. Kaori Yuki, c'est une auteure dont j'ai testé pas mal d'œuvres jusque-là, j'ai rarement été déçue, parfois je comprenais pas tout à la Angel Sanctuary, mais rien que son chara-design, je veux dire, ça pète. Ça envoie du lourd. Pourquoi donc je n'ai pas encore lu Ludwig Révolution? Tout simplement parce qu'il me manque le tome 3. Alors, si vous n'êtes point au courant, le tome 3 est tout simplement épuisé, dans le sens où si vous voulez l'acheter, vous allez devoir le payer d'occasion. Et bien évidemment, dans ce genre de cas, les gens s'éclatent à vous mettre des prix juste faramineux, du genre une soixantaine d'euros pour le tome 3. Bien évidemment, je ne suis pas folle dans ma tête, je n'allais absolument pas investir une soixantaine d'euros dans un tome d'occasion alors que le tome 9 coûte 6 euros et des brouettes. Mais justement, les éditions Tonkam ont annoncé qu'il y aurait un nouveau tirage des tomes de Ludwig Révolution qui ne sont absolument plus trouvables dans le commerce. Le problème, c'est qu'ils ont annoncé ça il y a un petit moment déjà, puis on n'a pas une nouvelle. Et j'ai demandé au libraire, aucun libraire n'était au courant. Par la suite, j'ai rediscuté avec Tonkam, qui m'ont dit que non, c'est bon, ça sortira courant novembre. Ok, j'ai rien vu en rayon, je suis allée leur reparler. Donc en fait, ils m'ont tout simplement dit que Hachette c'est le distributeur, a un petit peu oublié, entre guillemets, de distribuer le manga dans les librairies. Le manga est censé être disponible là, de suite maintenant. Comme je l'ai dit, je suis allée à ma librairie tout à l'heure, donc à Marseille. J'en ai parlé un petit peu avec le gérant. Et je lui ai dit, voilà, est-ce que vous pouvez m'avoir le tome de Ludwig Révolution? Il n'avait absolument pas entendu parler de ce retirage de tome. En plus, hein, je veux dire, personne n'est au courant, Alpha BD pas au courant, l'entre du Snorgle pas au courant, la FNAC, je n'en parle pas. Et donc du coup, il a regardé dans son ordinateur et effectivement, le tome est passé de épuisé à commandable. Alors, je ne suis pas sûre que commandable ça se dise. Du coup, il m'en a commandé un. Théoriquement, je l'aurai la semaine prochaine. Si je l'ai réellement la semaine prochaine, j'en profite pour me bouffer les 4 tomes de Ludwig Révolution et bien évidemment enchaîner avec cette saison 2. Qui, à mon avis, doit être génial, parce que bon, rien que l'histoire de Ludwig Révolution m'a l'air génial. Le manga est hyper bien critiqué sur la toile, donc j'ai hâte de pouvoir me plonger dedans, mais pour l'instant, je suis bloquée pour ce foutu tome 3. Je continue avec les éditions Kiun et un manga dont vous avez été nombreux à me demander ce que j'en pensais et si je pouvais faire une vidéo dessus. Alors non, je ne ferai pas une vidéo dessus, étant donné que la série est juste hyper courte, elle ne comporte que 2 tomes, mais je vous en parle tout de même dans cette vidéo. Il s'agit du premier tome de Pandemonium de Sho Shibamoto, c'est publié chez Kiun dans leur collection Latitude. Il s'agit d'un seinen qui est vendu comme étant du genre de l'univers de Tim Burton. Et Tim Burton,
Pour moi, c'est un petit peu utilisé à tort et à travers dans le sens, voilà, on va utiliser un nom que tout le monde connaît, dont beaucoup de gens apprécient le travail, et voilà, ça va être le petit coup de pub facile. Mais bon, la couverture, le synopsis, le petit extrait que j'avais pu avoir en librairie, tout ça m'avait largement convaincu de me procurer la série sans me soucier si ça ressemblait ou pas de Tim Burton. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 1? Il est bougrement efficace, mais attention, c'est assez bizarre et c'est un petit peu glauque. C'est de ce côté-là qu'on peut retrouver du Tim Burton, je dirais. Alors pourquoi c'est un petit peu glauque? Tout simplement parce que le personnage principal se balade avec un coffre. Dans ce coffre, qu'est-ce qu'il a? Le cadavre de sa bien-aimée. Oui, ça commence comme ça. Et il veut se rendre dans un village de sorciers car il sait que ces sorciers ont le pouvoir de peut-être la ramener à la vie. Le souci, c'est que ce village de sorciers, ben c'est pas des sorciers tout à fait normaux puisque ce sont des personnages assez difformes. Certains sont assez stylés, genre je trouve le chef juste trop stylé, il ressemble à une espèce de crocodile. Mais certains sont carrément flippants. Et lui, il va se ramener là-bas en mode, est-ce que vous pouvez m'aider? Et il va pas spécialement l'aider. Mais il va faire des rencontres assez intéressantes et assez inattendues, s'attacher à certains personnages. Et l'histoire va être assez intéressante et elle finit de manière assez glauque. On n'est pas dans un registre de l'horreur, mais dans un registre un peu creepy, quoi. Il y a des moments, c'est un petit peu limite. C'est voilà, l'univers de Tim Burton, carrément de ce côté-là. C'est un petit peu, vous trouvez ça joli, mais en même temps, ça a ce côté un peu macabre, un petit peu bizarroïde. Vous ne savez pas trop comment l'interpréter. D'un côté, c'est joli. Et d'un côté, c'est flippant. Je vous montre au niveau chara-design ce que ça donne. C'est juste magnifique. Le tome est entièrement en couleur. Il coûte 15 €. Donc 15 €, vous allez me dire, quand même, ça fait cher. Ça fait cher. Mais bon, je tiens à dire que côté édition, les collections Latitude de Kiyun, j'en suis absolument pas déçue jusque-là. Je vous cherche une image où l'on voit le fameux chef de ce village. Voilà, on le voit ici. Une espèce de gros crocodile gigantesque par rapport à notre personnage principal. Bref, un premier tome qui a su me convaincre, j'ai hâte d'avoir le tome 2, il n'y a toujours pas de date à l'heure actuelle pour le tome 2, courant 2015 je pense, peut-être, allez, mars, avril 2015, grand maximum. Sachez si vous achetez ce tome assez rapidement que si vous l'achetez dans une librairie qui participe à l'opération bien évidemment, vous pourrez avoir ce magnifique portfolio. Et là vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est un portfolio? Dans ce portfolio, donc c'est une pochette et à l'intérieur vous avez des illustrations totalement inédites qui sont juste sublimes. Voilà. C'est un petit bonus franchement intéressant. C'est toujours un petit bonus sympa à voir si vous avez une librairie près de chez vous qui participe à cette opération. Personnellement, je l'ai eu Alpha BD à Nice comme un petit peu tous les goodies que j'ai à chaque fois. Un premier tome que je vous conseille, ça se lit assez rapidement d'ailleurs, je tiens à le dire. Ça peut être un big coup de cœur dans le sens où je m'attendais à quelque chose d'un peu plus bizarrement, un peu plus chaleureux, et là on est dans quelque chose de très froid, de très macabre et de très glauque. Je continue avec les éditions Kana et ce mois-ci je me suis pris deux nouveautés chez cette maison d'édition. Tout d'abord le caractère guide de Black Butler qui est juste magnifique, je tiens à le dire, il est un petit peu cher, oui il est à 12,70 €, c'est pas donné, mais bon sang, qu'est-ce qu'il claque. Pour la petite anecdote, j'ai failli ne pas du tout le trouver en librairie puisque je ne m'attendais absolument pas à ce format de manga. Je m'attendais à quelque chose dans la lignée de Inside, qui est le premier guide donc de l'attaque des titans, c'est-à-dire un manga qui soit au format des mêmes mangas de la série. Mais là, pas du tout, on se retrouve sur quelque chose d'un peu plus grand format, hyper fin. Donc là par contre, je me suis dit, waouh, l'arnaque quoi, le truc coûte 12,70 €, il est cartonné certes, mais il est hyper fin. Mais le travail qu'il y a à l'intérieur, alors je l'ai à peine feuilleté, pour info j'ai pas eu trop le temps de me pencher dessus. Je préfère lire ce genre de guide quand je suis, voilà, par exemple quand je suivrai le prochain tome de Black Butler, même si je pense me le bouffer un petit peu avant. Du coup je ne sais absolument pas si ce guide est spoilant ou pas, s'il vous spoilera si vous n'êtes pas à jour de votre lecture de Black Butler. Je ne pense pas étant donné qu'il est sorti il y a pas mal de temps au Japon. Il est sorti bien avant que les tomes 17, 18 et compagnie ne sortent. Donc théoriquement je me dis que non, il ne devrait rien spoiler. Mais je ne préfère ne plus dire ce genre de choses en vidéo étant donné que peut-être que je vais me planter en vous disant non, ça vous spoil rien et bam, ça vous spoil un truc. Voilà, ce qui est apparemment arrivé pour l'attaque des titans, je ne pensais vraiment pas que le guide était spoilant. En même temps, je ne l'avais pas lu à la ligne près, donc si ça se trouve, j'ai loupé une page où il y avait effectivement quelque chose de spoilant et je m'en excuse. Donc pour celui-ci, je ne vous dirai pas s'il est spoilant ou pas, je n'en sais rien. Personnellement, je suis à jour au niveau lecture de Black Butler, du moins de la parution française. Si vous avez des doutes encore, non, je ne lis toujours pas les scans depuis la dernière vidéo. Donc du coup, voilà, je ne pense pas qu'il soit spoilant, mais dans le doute, je ne préfère rien dire à ce sujet. Déjà, je vous montre la couverture qui est juste, elle est juste magnifique. Voilà, faut dire ce qui est, il est magnifique. Donc je vais en revenir à ce que je disais, c'est-à-dire pourquoi j'ai failli ne pas le trouver à la librairie. Eh bien parce que je ne m'attendais pas, comme je le disais, à ce format de manga.
Et du coup, je me suis dit, j'allais dans le rayon parce que tout est classé par maison d'édition dans la librairie. Et je me suis dit, ah bah ils l'ont pas, tant pis, une prochaine fois. Et finalement, il y en avait toute une tonne à la caisse. Ils étaient une dizaine et tous entassés comme ça. Le souci, c'est que moi, je m'attendais vraiment pas à quelque chose de cartonné et de fin et de grand comme ça. Du coup, j'ai un peu regardé ça comme ça, c'est ça. Je dis, oh putain, le guide. Donc, je vous montre quand même un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est juste sublime. Le papier, c'est du papier glacé. Donc, tout un tome en papier glacé. Quoi vous dire, si ce n'est que c'est magnifique. Voilà, donc je vous montre très rapidement. Sur tous les personnages de la série, vous vous en doutez, caractère guide, c'est sur les personnages. Vous avez pas mal de croquis. Voilà, je ne vais pas vous faire tout le guide, hein, mais c'est juste magnifique. C'est un très très bel objet pour tous les fans de Black Butler. Si vous ne connaissez pas la série, est-ce que ça vaut le coup du coup d'acheter le caractère guide? Je ne pense pas. Voilà, si vous n'appréciez pas le travail. Après, si vous êtes juste fanat des dessins de l'auteur, oui, après tout, c'est un très bel objet collector. Par contre, ce que je viens de capter et que je pige pas trop, c'est ceci. Pour public averti. Alors, je ne comprends pas trop si ce n'est peut-être les micro-allusions yaoïstes de la série. Voilà. Et bref, un guide que donc j'ai pas trop lu, je peux pas trop vraiment vous le conseiller, mais bon, si vous êtes fan de Black Butler, je pense que c'est un achat qui va s'imposer de lui-même. Je continue chez les éditions Kana avec le premier tome de Sunny de Taiyu Matsumoto. Taiyu Matsumoto et surtout ce dessin, ça vous évoque peut-être quelque chose. Il s'agit de l'auteur de Amer Béton et du Samouraï Bambou. La série est toujours en cours au Japon avec déjà 5 tomes de parus et le tome 2 est prévu en France pour le 20 mars. Rythme de parution juste hyper lent, je trouve. Par contre, ça va pas être hyper vendeur pour la série, mais bon. Bref, il s'agit d'un titre qui est publié dans les éditions Big Kana. Comme vous pouvez le voir, c'est un format un peu plus grand que le format normal des éditions Kana. Il est donc un peu plus cher, il est dans les 12 € si je vous dis pas de bêtises. 10 ou 12 €, bon bref, il est un petit peu cher. J'ai beaucoup apprécié ce premier tome, c'est pas hyper gai par contre. Il s'agit d'un seinen tranche de vie, et autant vous dire, c'est du tranche de vie dans ce que ça peut avoir de plus froid, de plus dur et de plus tristouné aussi par moment. Je pourrais presque comparer ce premier tome de Sunny à un manga de Inyo Asano, dans le sens où l'auteur arrive à nous montrer une réalité, surtout du tranche de vie, très froid, dans le sens où c'est sans artifice. La réalité, des fois, elle est moche. Voilà, ces jeunes, voilà, ça nous parle de jeunes qui ont été abandonnés par leurs parents. Certains sont orphelins, bref, ils n'ont pas eu un passé super glorieux. Certains détestent leurs parents, certains sont attachés à leurs parents, mais leurs parents ne les gardent pas avec eux. C'est un petit peu compliqué. Et ces enfants vont tous vivre plus ou moins ensemble. Et ce qui va les relier plus ou moins ensemble, le fil conducteur de l'histoire, ça va être cette Sunny et Sunny KCC. C'est une voiture dans laquelle ils vont aller, voilà, ils vont se poser. Cette voiture ne fonctionne absolument pas, mais on s'en fout complètement. Et en fait, ils vont se prendre à rêver d'une autre vie en étant au volant de cette voiture. Le personnage principal, on va dire, de cette série, c'est celui que vous voyez sur cette couverture. Lui, voilà, en gros, ses parents, il les a pas vus depuis 400 plombs. Sa mère, il a pas spécialement envie de la voir. Hein, voilà, c'est pas quelqu'un qui porte dans son cœur. Et ça va être un petit peu le personnage autour desquels les autres vont graviter. Celui qui est un petit peu paria parce qu'il a des cheveux blancs. Et donc, voilà, vous savez, c'est marrant, les cheveux dans les mangas, vous avez les cheveux rouges, vous êtes un paria, vous avez les cheveux blancs, vous êtes un paria. Bref, j'ai eu un petit peu de mal, je dois l'avouer, au début avec les graphismes, c'est particulier. Soit vous accrocherez, soit vous vous y ferez, comme moi, c'est-à-dire qu'au début, vous vous dites, je vais pas m'y faire, et finalement, vous vous y attachez. Soit ça va totalement vous rebuter. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est particulier. Et bon, personnellement, je m'y suis fait à la fin de ce tome 1, et ça ne m'a pas du tout dérangé dans ma lecture. Si vous cherchez un seinen tranche de vie qui soit franchement plaisant à suivre, même si c'est un petit peu cher, c'était une très bonne découverte, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je dirais pas que c'est passé à la trappe, mais Kana n'en a pas fait énormément de pub, je trouve. À côté de Bonnie Poon Poon, duquel on avait énormément entendu parler quand il est sorti, Sunny, ça passe un petit peu à côté. Et c'est dommage parce que ça vaut le détour. Et je conclus cette vidéo en vous parlant des éditions Nobinobi et des 2 albums qu'ils ont publiés en ce mois de novembre. Je commence avec le tome d'Urashima Taro et le royaume des saisons perdues, de la Luciole masquée et de Fujishoko. Un album que j'étais sûre de me procurer depuis déjà des mois de cela, je lorgnais dessus. Nobinobi en mettait quelques images dessus, de là pour vous narguer un petit peu. Je me suis dit, dès qu'il sort, je me jette littéralement dessus et c'est ce que j'ai un petit peu fait et je l'ai bouffé en quoi? Allez, 10-15 minutes. Mais ça a été une très très bonne découverte et je m'attendais, comme toi Virginie d'ailleurs, parce que Virginie de CMM27 en a également parlé dans une vidéo, comme toi, je ne m'attendais absolument pas à cette fin. Jusque là, je ne connaissais pas l'histoire de Urashima Taro, merci de ne pas me frapper. Et j'avais franchement hâte de la découvrir à travers un album jeunesse, donc je vous montre un petit peu les dessins. Vous allez halluciner quant à la beauté des dessins. Voilà, c'est juste magnifique, on est bien d'accord. Le premier qui me dit que c'est moche, il sort.
Le dessin c'est juste top, bon vous voyez qu'il y a très peu de texte, mais bon c'est un album jeunesse. Cette histoire nous parle du jeune Urashima Taro qui est un modeste pêcheur qui un jour va sauver une tortue qui est martyrisée par des sales gosses, foutus gosses. Il va la sauver, la remettre à l'eau, bref, la soigner, etc. Et un jour la tortue va revenir et lui dire « Hé, viens avec moi, le dieu des mers veut te rencontrer ». Il va plonger avec cette tortue au fond de l'océan et se retrouver à se marier. Hein, tout simplement, il va se marier avec la fille du fameux dieu des mers. Et le souci c'est que par la suite ça se passe un petit peu mal. Vous attendez à une fin à la Disney, c'est-à-dire ils se marièrent et il y aurait beaucoup d'enfants dans la joie et la bonne humeur. Mais ce n'est absolument pas le cas, autant vous le dire avec ce titre-là. Et c'est ça qui m'a énormément surprise, c'est que je m'attendais à quelque chose de tout choupinou, de beau, de féerique, de wow, la fin est sublime, même si elle est un peu gnangnante. Et la fin est dramatique, elle est horrible. Si vous êtes déprimé, lisez pas ça, ça vous achève. La fin est bonne, hein, ce n'est pas bâclé, c'est pas genre ça vous laisse sur votre fin, oh non, j'aurais voulu savoir la suite. Non, 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 il y a bien une fin, la fin est juste horrible. Donc autant vous dire, la surprise, c'est vraiment la fin. Si vous connaissez l'histoire d'Urashima Taro, vous dites, ouais, ben moi je sais comment ça se finit. Si comment vous la découvrez, je peux vous assurer que vous tombez un petit peu des nues. Genre, ah d'accord, c'est ça la fin. Ok. Mais bon, c'est un très bel album jeunesse que je vous conseille vivement si vous hésitez à l'acheter. Est-ce que ça vaut le coup, machin? Oui, ça vaut grave le coup. D'accord, c'est un petit peu cher. Niveau illustration, c'est juste sublime. Et l'histoire en elle-même est très bien, si ce n'est que, voilà, c'est un peu tristouné la fin tout de même. Et je conclus avec le voyage de Pippo de Satoe Tone et Alice Briarake. Oui, ce n'est pas précisé là, mais c'est elle qui a adapté et traduit ce livre jeunesse. Alors ce n'est pas dans la même collection que Urashima Taro, il ne s'agit pas de la collection Soleil flottant, mais de la collection, c'est 1, 2, 3 soleil ou quelque chose comme ça, c'est pour les plus petits en fait, voilà, c'est un cran en dessous. Et cela m'a fait hésiter car je me suis dit, déjà que dans les albums de la collection Soleil flottant, il n'y a pas énormément de choses à lire, même si les albums sont sublimes, je me suis dit que là, fatalement, il y aurait encore moins à lire. Et c'est le cas, il y a vraiment encore moins de choses à lire. Autant vous dire, ça en 5 minutes, c'est lu. Cet album est vendu au même prix que Urashima Taro, c'est-à-dire à 14,90 €. Et ce qui a fini de me convaincre de me le procurer, c'est cette petite banderole qui vous dit qu'en gros, ce livre a reçu le grand prix de l'illustration. Rien qu'en voyant cette couverture, voilà, on ne peut pas nier que le travail niveau illustration est juste magnifique. Je vous montre un petit peu à l'intérieur ce que ça donne. Voilà, oui, quand je vous dis qu'il n'y a vraiment pas grand chose à lire, c'est qu'il n'y a vraiment pas grand chose à lire, hein, je ne vous mens pas. Alors, une autre page très jolie, voilà, on est vraiment sur des pages vraiment très belles, des doubles pages à chaque fois magnifiques. Voilà, et je vous montre l'automne, tant qu'on y est, comme ça on aura fait un petit peu le tour niveau couleur, ce que ça donne, voilà. Et là, vous vous demandez, mais de quoi ça parle? Vous vous en doutez, ça va nous parler d'une grenouille. Et la grenouille, c'est Pippo. Voilà. Donc Pippo, qu'est-ce qui lui arrive? Tout simplement, c'est une grenouille qui n'arrive plus à rêver, qui a un petit peu perdu le chemin des rêves. Et donc, quand on n'arrive pas à dormir et encore moins à rêver, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on compte les moutons. Et en comptant les moutons, et ben, Pippo, il va rencontrer une petite brebis. Et cette brebis va l'emmener dans différents endroits. Différents lieux, chaque lieu correspondant à un mois de l'année, donc vous en doutez, à des périodes plus chaudes, plus froides, plus fleuries de l'année. Tout cela pour conclure sur une très belle morale, très gentille, très douce, adorable, mignon, voilà. C'est ce qu'on attend d'un album jeunesse, et que ça soit mignon, choupinou, jusqu'au bout. Pas comme Urashima Taro qui vous fout le moral en l'air dans les dernières pages. Bref, un très bel album, si vous en doutez encore après tout ce que je viens de vous montrer. Je conseille pas à mort parce que bon, niveau histoire, ben, c'est pas extraordinaire. La grenouille, elle va dans différents endroits, elle va rencontrer des oiseaux, des méduses, etc. Et à chaque fois, ben, elle va comprendre c'est quoi le rêve de chaque animal, de chaque plante, voilà, ce que chacun souhaite. Et donc, puisqu'on est en novembre, je vais vous lire la page de novembre. Pippo et la brebis s'arrêtent dans le bois. Il y fait de plus en plus froid. Ils y rencontrent un oisillon dont le plus grand désir est d'avoir des amis. Des heures durant, ils parlent ensemble sous la pluie de novembre. Voilà, ça vous donne une petite idée de ce qu'on retrouve comme texte sur chaque page. C'est poétique, c'est très court, c'est très sympathique. Voilà, c'est plaisant à suivre. Les illustrations sont juste sublimes. Ce n'est absolument pas du même genre qu'Urashima Taro, comme vous l'aurez remarqué. C'est vraiment pas le même style de dessin. Et j'apprécie tout autant les deux. Donc voilà, si vous êtes fan de très belles illustrations ou que vous voulez faire des cadeaux pour Noël, ces deux albums jeunesse peuvent être des idées assez intéressantes. Ainsi s'achève cette longue vidéo What's New. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si certaines de ces séries vous tentent ou absolument pas. Si vous en avez déjà commencé certaines d'entre elles, est-ce que vous en avez pensé? Si vous en avez commencé d'autres en ce mois de novembre. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.